Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Objectif Durable produit par Capgemini, le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise. On est en direct du studio du 147. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler des nouvelles technologies qui veulent révolutionner la lutte des grands industriels contre le changement climatique et ses nombreuses conséquences. Alors on parle de clean tech, green tech, climate tech. Les innovations semblent visionnaires, ambitieuses, multiples aussi pour réduire, voire supprimer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. On va faire un focus sur deux d'entre elles qui s'engagent dans la transformation des opérations et dans la réduction de l'impact carbone des activités des industriels. Donc pour en parler, je suis avec leurs représentants. Vous en faites partie. Yann Vincent, tu es CEO d'ACC. Et Pierre-Étienne Franc, tu es cofondateur et directeur général d'i24. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et bienvenue. Objectif Durable, une émission présentée par Valère Coréard. On va commencer par briefer celles et ceux qui nous écoutent. On veut savoir ce que vous faites concrètement. Yann Vincent, je le disais à l'instant, tu es CEO d'ACC, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ACC ? Donc en fait, ACC a été créé en 2020 avec un objectif extrêmement simple qui est de concevoir et de fabriquer des batteries pour l'automobile en Europe, donc de devenir un champion européen de la fabrication de ces batteries, avec l'idée derrière que la transition énergétique et la transition vers une mobilité propre pour nos constructeurs automobiles européens allaient réclamer la fourniture de beaucoup de batteries. Et donc il y avait un enjeu, et il y a toujours un enjeu de souveraineté de l'Europe dans ce domaine, faire en sorte qu'il n'y ait pas une chaîne d'approvisionnement qui soit exclusivement asiatique, ce qui est encore le cas. Donc on a été créé en 2020, 3 actionnaires, SAF Total, Mercedes et Stellantis, et on est aujourd'hui 1500 et on continue à croître. Et tu as utilisé le terme de propre, hein ? Absolument propre, puisque contribuant à ce que le véhicule automobile n'émette pas de CO2. On va bien sûr en reparler. Pierre-Étienne Franc, tu es cofondateur et directeur général d'i24, et là c'est sur une autre filière que tu travailles. Là c'est toute l'économie de l'hydrogène. d'i24 est le résultat d'une démarche qu'on a lancée avec des industriels à l'époque où je travaillais encore à l'Air Liquide et qui a résulté dans la création d'une plateforme d'investissement qui déploie plusieurs fonds pour accompagner le passage à l'échelle de l'économie de l'hydrogène, évidemment décarboné, vert ou bleu, mais décarboné, et qui a lancé un premier fonds qui est maintenant en train d'être déployé, qui est un fonds de 2 milliards, qui est une particularité assez rare dans l'écosystème des fonds d'investissement, c'est que c'est un fonds dont les investisseurs sont à moitié les grands industriels de l'écosystème, Air Liquide, Total, Vinci, Airbus, CMA, Baker, enfin plein d'investisseurs, et l'autre moitié des institutionnels financiers, AXA, Allianz, Crédit Agricole, etc., qui sont tous mobilisés pour que les projets passent à l'échelle. Et donc, on a aujourd'hui une société de gestion donc, de à peu près 40 personnes, et on a commencé à déployer, on a déjà fait 7 investissements, mais on en parlera plus tard. Bien volontiers. Pierre-Étienne, justement, l'hydrogène, on en parle beaucoup. On parle d'ailleurs beaucoup de toutes ces nouvelles technologies qui sont toutes, se disent toutes être des solutions à leur échelle. Mais j'ai pas tout à fait compris ce qu'était l'hydrogène. Je suis pas sûr d'être le seul. Bon, alors, on va essayer de le faire assez simple. Mais en gros, la transition énergétique, il y a des enjeux d'efficacité pour réduire notre consommation d'énergie, de sobriété éventuellement, c'est un grand sujet en soi. Mais ensuite, le reste, il faut le décarboner complètement. Donc pour ça, on fait 2 choses. On électrifie la plupart des usages autant que possible. Et puis ensuite, on essaye de réduire ce qui n'est pas électrifiable, en le remplaçant par des formes de gaz ou de liquide qui soient totalement décarbonées. Pour passer le mix électrique mondial de 20 à 40%, il faut beaucoup de renouvelables, aussi pas mal de nucléaire. Et ce renouvelable, on va le faire souvent dans des zones qui n'en ont pas forcément besoin. Donc il faudra l'exporter. Il faut un vecteur pour ça. Et l'un des moyens de transformer l'énergie renouvelable dans une énergie stockable, c'est de casser avec cette énergie la molécule d'eau, de faire de l'hydrogène et de l'exporter dans les pays où on en a besoin. L'hydrogène ou des dérivés, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat, c'est l'hydrogène au cœur. L'autre sujet, c'est qu'on doit décarboner des secteurs très intensifs en énergie et qu'on ne peut pas décarboner correctement juste avec de l'électricité. Donc il faut compléter l'électron par autre chose, qui est une forme gazeuse liquide qu'on stocke très bien. Donc c'est tous les industries lourdes, donc le ciment, l'acier, la pâte à papier, le verre, qui vont devoir sortir de molécules fossiles. Et c'est les transports lourds.
Donc, on a des débats sur à quel niveau ça commence. Logistique lourde, les taxis, les camions, mais aussi l'aéronautique, le maritime et le rail. On décarbone tous ces usages qu'on ne saurait pas décarboner sinon. On a en tout cas mieux compris, ou du moins pour celles et ceux qui n'avaient pas compris, ces usages notamment. C'est intéressant cette question du passage à l'échelle. Et bien sûr, Yann Vincent, toi qui es CEO de ACC, tu en sais quelque chose de l'enjeu du passage à l'échelle. Vous êtes en train de le faire ? Bien sûr, on a commencé d'abord par créer notre centre de R&D qui est à côté de Bordeaux, à Bruges, où sont nos principales forces d'ingénierie. On a construit ensuite une usine pilote, une usine à Nersac, qui nous permet de valider, de tester, de nous entraîner sur des équipements échelle 1. Et puis, notre première Gigafactory, qui est dans les Hauts-de-France, à Billy-Berclos-Douvrin, que nous sommes en train de monter en cadence. Nous avons commencé à livrer à notre premier client, qui est Stellantis, ses premières batteries destinées à être montées sur des véhicules de série à la fin de l'année dernière. Et donc là, la phase de montée en cadence est en cours. C'est évidemment extrêmement exigeant. Oui. Comment on peut se projeter alors sur ce business ? Le passage à l'échelle, ce sera vraiment quand ? Et est-ce qu'on va être sur toute la chaîne de valeur ? Est-ce qu'on va maîtriser cela ? Alors, plusieurs éléments. Bon, d'abord, notre première Gigafactory n'est que le premier pas industriel. Nous avons d'ores et déjà engagé la construction de 4 Gigafactories équivalentes. Donc une deuxième dans les Hauts-de-France, une première en Allemagne, deux en Italie, qui vont nous permettre d'atteindre une capacité de 75 gigawattheures, qui représente plus de 1 million de véhicules électriques pouvant être équipés avec nos batteries. On travaille aussi pour faire en sorte que la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement de l'ensemble de nos matériaux, puisse être la plus CO2 friendly, on va dire, puisse être le plus possible localisée en Europe. Bon, étant entendu qu'évidemment, les mines, on ne va pas la transférer en Europe, mais en revanche, toute l'activité aval à cette exploitation minière peut faire l'objet de projets en Europe, et c'est ce sur quoi nous travaillons. Sur l'hydrogène, Pierre-Étienne, est-ce qu'on peut imaginer à court, moyen terme, dans quelles conditions, un passage à l'échelle ? C'est-à-dire que là, ça a été présenté, c'était d'ailleurs un grand plan de l'État. Hein, Bruno Le Maire, il y a 2 ans, je crois, de mémoire, avait présenté ces enjeux et ces investissements. Quand est-ce que l'hydrogène va vraiment avoir du poids alors ? Alors, l'hydrogène, c'est déjà une molécule utilisée dans plein d'industries, notamment dans le raffinage et dans les engrais. Mais aujourd'hui, c'est fabriqué à base de gaz naturel, donc ça, c'est à l'échelle, mais ça émet du CO2. Donc le sujet, effectivement, c'est de faire de l'hydrogène décarboné ouvert, donc soit à base d'électrolyse de l'eau, soit en capturant le carbone que j'émets quand je fais de l'hydrogène à base de gaz naturel. Et ça, c'est là-dessus qu'il y a une démultiplication des projets pour verdir ces usages ou utiliser l'hydrogène dans d'autres secteurs, dont on a parlé tout à l'heure, l'acier, etc. Aujourd'hui, il y a 1500 projets annoncés dans le monde, mais, entre guillemets, il n'y en a que 7% qui sont en train d'être réalisés. Donc c'est ça le sujet, c'est que il faut que ces intentions se convertissent en décisions fermes d'investissement. Alors c'est quand même des chiffres gigantesques par rapport à il y a 3 ans, donc la dynamique est partie. Les gens ont compris que l'hydrogène représenterait 10 à 15% de la demande finale d'énergie. Mais maintenant, il faut que ces projets se fassent. Et donc, c'est pour ça que ça dépendait de plusieurs choses. Réglementation qui fonctionne, qui soit mise en œuvre. C'est ce que l'Europe a fini par aboutir ces dernières années. Politique publique de soutien au delta de coûts qu'on a quand on fait de l'hydrogène décarboné. C'est plus cher que quand on se contente de le faire simplement à partir de gaz. Donc, il faut des soutiens publics pour accompagner ça. Le plan de Bruno Le Maire, à l'époque, permettait de lancer cette dynamique. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de projets, aujourd'hui, ont démarré en France, aussi bien dans la production que dans l'usage. Et donc, je pense que l'année 2024 et les 2-3 années qui viennent vont voir démarrer des projets de production concrète d'hydrogène. Et nous-mêmes, en tant que fonds, on a investi dans un certain nombre de développeurs de projets. Et certains sont en train de construire des solutions vertes, notamment la plus emblématique d'entre eux étant H2 Green Steel, société suédoise qui construit le premier site intégré de sidérurgie depuis 70 ans nouveau en Europe, qui sera
fabriqués à partir d'un hydrogène totalement décarboné. Alors ce podcast, il s'appelle Objectif durable. Si vous en êtes d'accord, j'aimerais juste qu'on fasse la petite séquence critique et que vous puissiez justement les balayer, en tout cas expliquer quelle est la réalité aussi du secteur que vous représentez. Moi, par exemple, Yann Vincent, j'ai souvent entendu dire oui, mais enfin, c'est pas si propre que ça, toutes ces batteries, parce qu'on sait pas les recycler, il y a l'extraction minière, etc. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces critiques ? C'est une bonne question. Le véhicule n'émet aucun CO2. L'amont de la production de ce véhicule peut en émettre. Et donc, évidemment, il s'agit de, petit 1, de le contrôler. Petit 2, de dire que sur le cycle de vie de l'ensemble de la voiture, depuis la mine jusqu'à sa fin de vie, le véhicule électrique est plus vertueux que le véhicule thermique. Et de loin, y compris si pour utiliser son véhicule, on utilise de l'électricité à base de charbon, que l'on fabrique à base de charbon. Mais donc il est plus vertueux. Ayant dit cela, évidemment, on travaille sur l'ensemble de cette chaîne amont à la fabrication de la cellule pour qu'elle soit la plus vertueuse possible, pour qu'elle utilise dans les différents processus de raffinage, processus chimiques, de l'énergie décarbonée, pour que certaines de ces industries se rapprochent de nos lieux de production, évitant ainsi des coûts logistiques importants. Donc voilà. D'où l'enjeu d'ailleurs de la relocalisation de nos industries, notamment dans l'Union européenne. On sait que la réglementation est particulièrement exigeante. Mais le projet d'ACC est au cœur de cette volonté de relocalisation, de souveraineté européenne. Bon, Pierre-Étienne, j'ai aussi une petite critique en tête concernant l'hydrogène, mais je ne sais pas si elle est fondée, mais j'ai parfois lu ou entendu dire que c'était quand même finalement un véhicule énergétique très gourmand lui-même en énergie. Mais il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace parce que pour faire de l'hydrogène, il faut casser soit de l'eau, soit un hydrocarbure. Donc j'ai besoin d'énergie. C'est ce qu'on appelle une énergie secondaire. On ne cherche pas l'hydrogène pour ça. On cherche l'hydrogène parce que c'est un vecteur qui permet de prendre l'énergie là où elle est et l'emmener là où on en a besoin. Parce que c'est plus compliqué. Aujourd'hui, on dépend du gaz russe. On ne dépend pas de l'électricité russe. Parce que c'est beaucoup moins cher de transporter du gaz de la Russie jusqu'en Europe que de faire des lignes électriques. Et bien l'hydrogène, c'est pareil. Il y a des endroits où on va faire l'électricité de manière massive, en Espagne, au Maroc, au Moyen-Orient, en Australie, et on va le conditionner pour l'envoyer dans des pays qui n'en ont pas assez. Petit 1. Deuxièmement, effectivement, quand je fais de l'hydrogène et qu'ensuite je le remets dans une voiture ou dans un camion, j'ai de nouveau une perte de rendement. Mais le rendement intrinsèque d'une voiture thermique est encore pire. Mais pourquoi tout le monde s'en fiche ? Parce que ça s'est massifié, c'est pas cher, et le confort d'utilisation est fantastique. Ma densité est énorme, fabuleuse au volume, donc je peux faire 1000 km, je recharge en 3 minutes. Donc le sujet avec l'hydrogène, c'est d'apporter un complément à la batterie qui permet d'avoir une autonomie qui est un peu meilleure que la batterie et un temps de charge qui reste raisonnable, c'est-à-dire quelques minutes. Donc on a moins d'efficacité, mais si on maintient le confort utilisateur, ce qui est quand même très important dans notre société, qui est très marketing, alors l'hydrogène apporte un complément d'usage que la batterie seule ne sait pas faire. On parle innovation. Et est-ce qu'il faut opposer innovation technologique, disons, et sobriété ? Est-ce que ce sont deux univers opposés ? Allez, vous commencez, Pierre-Étienne. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire à plusieurs reprises qu'en fait, on est dans un mouvement très paradoxal. C'est que d'un côté, il faut aller extrêmement vite parce qu'on n'a pas le temps pour décarboner nos infrastructures. Mais de l'autre côté, il faut se préparer à vivre plus lentement. Ah, voilà, donc c'est en même temps. À avoir à la fois, il faut massifier les investissements pour être capable que ce qui reste comme infrastructure et très énergétique soit propre, mais on va devoir, pas partout, mais dans nos continents très riches, très développés, on va devoir être beaucoup plus efficace et un peu plus sobre. Sinon, on n'y arrivera pas. Il y a d'autres continents, l'Afrique, qui n'ont pas du tout au stade de développement où on est et qui émettent très peu de CO2, qui vont devoir continuer à croître et qui vont mettre plus. Mais nous, je pense qu'on va devoir arriver à gérer ce paradoxe. Qu'est-ce que tu en penses, Yann Vincent, donc CEO de ACC ? Les deux vont évidemment de pair. Nous devons économiser les ressources utilisées et pour ce faire, nous travaillons évidemment sur des innovations technologiques. J'en citerai quelques-unes. Le travail sur la densité énergétique de nos batteries, c'est une manière, toute chose égale par ailleurs, d'augmenter l'autonomie du véhicule ou à iso-autonomie, de réduire la quantité de matière que l'on met pour fabriquer la batterie. Et donc ça, c'est évidemment une économie de ressources. De la même manière, nous sommes extrêmement consommateurs
d'électricité. Et donc, tout ce que l'on peut faire sur les process de fabrication pour arriver à réduire cette consommation d'électricité va dans le bon sens, quoi. Donc, nous innovons pour être plus sobres. Juste un petit chiffre. Tous les scénarios qui existent sur la transition net zéro sont basés sur une baisse de l'énergie finale d'à peu près 20% dans les 30 ans. Et comme on continue à croître démographiquement, ça fait une baisse par tête de 30%. Donc on va quand même avoir le sujet. Il va bien falloir qu'on le traite. J'aimerais vous faire écouter un extrait d'un autre épisode d'Objectifs Durables. C'était il y a quelques mois, on recevait Emmanuel Normand, il est directeur développement durable de Saint-Gobain. Il était dans ce studio à votre place pour parler des opérations industrielles. Et je lui avais demandé si, selon lui, la technologie permettait d'atteindre la neutralité carbone pour leurs activités. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais les solutions techniques, elles existent déjà. Le bâtiment, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Avec les solutions d'aujourd'hui, à la fois pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment ou pour substituer tout ce qui est matériaux lourds, très intenses en carbone, parce que l'on appelle des solutions de construction légère, on est capable d'ores et déjà de réduire des 2/3 les émissions de gaz à effet de serre du monde du bâtiment. Alors, la technologie, elle est là, ça y est, il suffit maintenant de la déployer, Yann Vincent, pour ACC ? Tout dépend du scope que l'on considère. C'est qu'effectivement, vous savez que si l'on veut regarder l'ensemble, scope 1, scope 2, scope 3, c'est plutôt compliqué. Scope 1 et 2, c'est-à-dire nous et puis nos achats, de matières premières, on a l'électricité décarbonée. L'on a la capacité d'utiliser exclusivement des installations fonctionnant à l'électricité. Et donc, oui, les solutions permettent, sur le scope 1 et 2, d'être neutres en CO2. Pierre-Étienne ? Les enjeux sont effectivement plutôt passés à l'échelle, ce qui est déjà éprouvé, et amélioré par des feedback loops, les process, les matériaux. Nous, on a des enjeux de matériaux critiques dans certains process d'hydrogène, de la manière qu'il y en a sur la batterie pour le lithium ou d'autres matériaux. Mais on est dans une différence par rapport à l'étude, c'est que par rapport à notre mur climatique, le mur, il ne bouge pas. Donc ce qui n'est pas disponible à l'échelle dans les 10 ans, il servira peut-être pour les civilisations d'après, mais il ne va pas servir à décarboner les 30 ans. Donc on doit vivre sur le renouvelable, la batterie, l'hydrogène, le nucléaire qu'il faut relancer rapidement, et faire ça le plus vite et au mieux. Il y a derrière ces enjeux technologiques et bien sûr business, et des enjeux géopolitiques, c'est-à-dire la question de la souveraineté aussi énergétique. Vous avez vous êtes dans cette, dans cette mission, vous êtes dans cette perspective-là, tous les deux, dans vos business, justement. Ce sont des enjeux de souveraineté, de souveraineté énergétique, Yann Vincent, pour ACC ? Ce qui est clair, c'est que ACC vient de là. ACC vient de là, c'est-à-dire que l'Europe et les États qui nous soutiennent, les constructeurs qui sont à notre capital, ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas se reposer sur une chaîne d'approvisionnement qui serait 100% asiatique. D'où la volonté, effectivement, d'intégrer cette industrie en Europe. Cela va de pair, évidemment, avec la nécessité de se reposer sur de l'électricité qui soit verte, donc une nécessaire souveraineté énergétique de l'Europe. Donc, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. On a pris conscience que l'Europe dépendait à plus de 60% de son énergie d'énergie importée. Et donc, la transition énergétique, elle est à la fois un moyen de sortir d'une dépendance fossile qui n'est pas bonne pour le carbone, mais aussi qui est toujours importée. Et donc, elle va aussi rebattre les cartes, parce que en décarbonant, je vais relocaliser une partie de mon électricité par le nucléaire et le renouvelable. Donc, je vais baisser un peu la part de ma dépendance. Et ensuite, je vais rebattre les cartes des sources d'approvisionnement de demain. Il y a des pays qui sont des pays très proches de l'Europe, qui vont d'un seul coup potentiellement devenir exportateurs d'énergie, qui vont devenir des puissances énergétiques, comme le Maroc, ou même éventuellement l'Algérie ou la Tunisie, tous ces pays-là. Bon, pour l'Europe, c'est probablement plus facile d'aller chercher de l'énergie là que de la chercher en Russie. Donc effectivement, et l'hydrogène est au milieu de ça, parce que ces énergies-là, on va les récupérer sous forme d'hydrogène par pipe. Donc oui, c'est central, et pour l'Europe, c'est aussi pour ça que l'Europe a accéléré son plan hydrogène qui s'appelle REPowerEU au moment de la guerre en Ukraine, parce qu'elle a compris que si on veut les 80% d'énergie qui sont sous forme gaz, pétrole, charbon, il va falloir les décarboner, et ça va forcément être des vecteurs, en partie électriques
et en partie à base d'hydrogène. Oui, on a pas mal cité l'Union européenne ou l'État. Les pouvoirs publics sont à vos côtés, justement, et de quelle manière ? Alors, ils sont à nos côtés puisqu'on a été largement subventionnés. On en a fondamentalement extrêmement besoin. On en a besoin parce que finalement, on a commencé la course 15 à 20 ans après les acteurs chinois et coréens. On a la courbe d'expérience à descendre et donc il faut aller extrêmement vite. On a besoin de ce soutien sous forme de coût de l'énergie qui soit maîtrisé. On a besoin d'un soutien pour être à jeu égal avec les concurrents asiatiques. On les met souvent en avant, ces concurrents asiatiques. Finalement, ils nous challengent énormément. Ah, absolument. Ils ont appris beaucoup au travers des 15-20 dernières années. Et donc, il nous faut les rattraper. On n'a pas peur de cette concurrence. Simplement, ce que l'on veut, c'est qu'elle soit à armes égales. Donc, on a bien compris là que les acteurs publics sont à vos côtés. Pierre-Étienne, c'est la même chose côté hydrogène ? L'hydrogène est arrivé un peu après la batterie, qui est très soutenue depuis une dizaine d'années, mais aujourd'hui, d'une part, les réglementations qui forcent le développement de procédés bas carbone, qui sont en général d'inspiration européenne, mais qui sont ensuite déclinés nationalement, sont critiques, parce que les gens, du coup, acceptent de payer le surcoût et de le faire payer au consommateur final. Et ensuite, les soutiens publics financiers pour accompagner ce delta de coûts sont évidemment majeurs. Et dans ce contexte-là, on est dans une bataille géopolitique aussi, parce que les États-Unis ont leur programme, le fameux IRA, qui ne va pas aussi vite que ce que les gens croient, mais qui est quand même là. La Chine est en avance sur quasiment tous les points de développement de l'hydrogène, parce qu'elle a aussi son propre programme. Le Japon et la Corée se battent avec l'Europe pour récupérer de l'énergie dans des zones qui sont compétitives. Donc on est absolument, effectivement, on a besoin des pouvoirs publics pour accompagner le chemin et pour, en partie, financer le départ. Et j'ai l'impression que vous avez aussi besoin des autres, vous avez besoin de co-construire. C'est-à-dire que certes, il y a les pouvoirs publics, et il y a aussi les différentes entreprises entre elles, parce que finalement, il y a besoin de tous les moyens pour être dans cette innovation technologique, puis à la fin, le passage à l'échelle qui est quand même le prérequis pour que ça fonctionne. Ça, tu le confirmes de ton côté, en tout cas, Yann Vincent, pour ACC ? Et évidemment, et la raison en est simple. Je l'ai dit tout à l'heure, on est en retard, on est parti plus tard. Donc, on a besoin de mettre autour de la table toutes les ressources, toutes les intelligences que l'on peut avoir en Europe. Donc, aussi bien des entreprises industrielles, des laboratoires, des universités, de manière à ce que l'on puisse rattraper ce retard. Donc oui, la constitution d'un écosystème qui nous supporte est absolument critique. Si on doit retenir un point de cet échange qui était vraiment passionnant, que ce soit sur l'enjeu sociétal, géopolitique même, on l'a dit, et puis business, le vrai point de bascule, il se fera avec la massification, avec le passage à l'échelle. C'est ça que vous visez tous les deux ? Clairement, la massification est le point critique. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Donc, on a d'ores et déjà 15 gigawattheures, 250 000 voitures. 2030, on vise d'en avoir 120 pour équiper 1 200 000, 1 300 000 voitures. Donc c'est ça l'enjeu, être en capacité de fabriquer ces batteries pour autant de voitures. Et nous, le fonds a été créé pour ça, puisque si on met 100 millions dans un projet, en général, on n'est pas seul, on est avec d'autres, le projet peut faire une taille de presque 1 milliard. Et quand je suis parti, quand on a commencé toutes ces histoires, tous ces développements avec Air Liquide, les premiers réélectrolyseurs, parce que c'est une des technologies clés qu'on a lancées, ils faisaient quelques mégawatts. Ensuite, au début des années 2020, on était à 20. Et là, les projets qui vont sortir de terre dans 2 ans sont à 100, 200. Et on regarde des projets du gigawatt à la fin de la décennie. Donc, on est bien dans ce passage à l'échelle. Et le rôle du fonds, c'est de l'accompagner et de le permettre. Merci à vous deux en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Donc je le rappelle, Yann Vincent, tu es CEO d'ACC et Pierre-Étienne Franck, cofondateur et directeur général d'i24, donc société de gestion. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Objectifs Durables produit par Capgemini. C'est le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement. On était en direct du studio 147. Vous n'hésitez pas, vous partagez, vous mettez des étoiles, vous nous remerciez, vous nous écoutez. Ne ratez pas les épisodes précédents et puis on se retrouve bientôt pour le prochain.